Ce n'est pas facile d'être parmi les derniers panels et je crois qu'il s'agit là de financement et de microfinancement, de financement dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Pardon, c'est quoi? I'm sorry. Migration. Oh, eh ben, écoutez, vous allez me dire le titre. Et donc, pour présider ce panel, je vais inviter M. Hassan Abdelmoun'im Mustafa, conseiller régional principal pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, les États du Golfe, de UN Migration. Et je vous cède la parole. Et on va l'applaudir. On applaudit. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, d'animer cette importante table ronde portant sur les impacts et les opportunités de la migration. L'OIM tient à remercier et féliciter les organisateurs de la MEDCOP, le Conseil régional de Tanger, Tétouan Al-Hoceima et la Maison Méditerranée du climat pour avoir inclus la migration comme l'un des thèmes clés de la MEDCOP. La région méditerranéenne est l'un des couloirs migratoires les plus dynamiques au monde. La région connaît une mobilité intra-régionale importante, ainsi que des migrants entrant de tous les continents pour diverses raisons. Opportunités socio-économiques, fuite des conflits et de la violence, poursuite d'études supérieures, regroupement familial, pour n'en citer que quelques-uns. Le changement climatique modifiera et modifie déjà les schémas de mobilité dans la région en raison de son impact sur les moyens de subsistance, la sécurité hydrique et alimentaire, la santé et la sécurité humaine en général. La migration rurale et urbaine est une réalité dans la région en raison des impacts du changement climatique sur les moyens de subsistance ruraux, notamment sur l'agriculture. Selon le Centre de surveillance de déplacement interne, IDMC, les événements météorologiques extrêmes, notamment les inondations, les tempêtes et les sécheresses, ont déplacé 305 000 personnes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en 2022. Il s'agit d'une augmentation de 30% par rapport aux chiffres de 2021. En outre, la Banque mondiale prévoit que jusqu'à presque 2 millions de personnes deviendront des migrants climatiques internes rien qu'en Afrique du Nord d'ici 2050, sans action concrète en matière de climat et de développement. L'OIM, en tant qu'agence des Nations Unies pour les migrations, travaille à l'échelle mondiale pour traiter les liens entre le changement climatique et la mobilité humaine, conformément à notre stratégie institutionnelle relative à la migration, l'environnement et au changement climatique MEC pour 2021 à 2030. Notre approche est axée sur les solutions basées sur les 3 objectifs stratégiques, à savoir, nous élaborons des solutions qui permettent aux personnes de migrer dans une migration sûre et régulière, à la fois interne et internationale, conformément à la position de l'OIM, selon laquelle la migration peut être une stratégie d'adaptation efficace et la réinstallation planifiée pourrait être une solution pour les communautés confrontées aux impacts imminents du changement climatique. 2. Nous élaborons des solutions pour les personnes qui migrent, de l'action anticipée aux solutions habillantes
pour minimiser et mieux traiter les pertes et les dommages, y compris les déplacements. Troisièmement, nous élaborons des solutions qui permettent aux personnes de rester, travailler, à faire de la migration un choix plutôt qu'une nécessité chaque fois que possible en renforçant la résilience et l'action d'adaptation. L'OIM croit en l'importance d'une approche territoriale, même menée localement, de la migration, du renforcement de la résilience et du développement durable, conformément aux objectifs de la MEDCOP. L'OIM a un certain nombre de projets qui soutiennent les initiatives d'acteurs régionaux et territoriaux. Par exemple, ici au Maroc, nous travaillons avec les acteurs régionaux de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima et Soumassa afin de soutenir à intégrer des considérations sur la migration et le genre dans leur politique territoriale et leur planification sur le changement climatique. Au niveau mondial, nous collaborons avec des villes et d'autres autorités locales, comme la ville de Paris, pour encourager l'adoption et la mise en œuvre de politiques inclusives d'adaptation au climat et promouvoir le renforcement et de la résilience par la mobilité. Il a largement été reconnu que les impacts du changement climatique peuvent être des facteurs de mobilité défavorables, entraînant des déplacements et des migrations forcées. Cela ressort clairement dans l'inclusion d'une référence spécifique aux déplacements forcés et à la mobilité humaine, en relation avec les pertes et dommages dans le plan de mise en œuvre de Sharm el-Sheikh lors de la COP27 en Égypte en novembre dernier. Ce fut en soi une grande réussite. Cependant, nous devons travailler pour connaître les opportunités que la mobilité humaine induite par le climat présente pour l'adaptation au climat. Pour cela, le COP28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en décembre prochain, offrira une excellente occasion de tirer parti de l'élan créé par la COP27 tout en renforçant la reconnaissance de l'importance de la mobilité humaine pour une adaptation efficace au climat. 6 éminents panélistes partageront leur entreprise sur le thème climat et mobilité humaine et je voudrais les inviter les uns et les autres à me joindre ici sur le podium. Il y a Madame Besma Soudani, chef de cabinet des affaires politiques et de l'information de l'Union du Maghreb arabe. S'il vous plaît. Il y a M. Gramenos Mastrogini, secrétaire général adjoint principal de l'Union pour la Méditerranée. Et Madame Fatima Driouesh, experte changement climatique, coordinatrice réseau des experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental. Monsieur Ali Chouk, président de la Fédération des municipalités de Baalbek Est, Liban. Il sera avec nous online. Monsieur Mohamed Wajdi Aïdi, conseiller politique de CGLU pour les politiques locales de migration. Et Monsieur Pablo Sébastien Mariani, Policy Officer Cité et gouvernements locaux unis de CGLU, qui va nous parler en espagnol si vous n'avez pas les earphones. Merci. Alors, ce n'était pas prévu comme ça, malheureusement. Il y a eu quelques petits changements en raison du temps. Donc, on va essayer de mieux gérer cette séance. Je vais
d'abord introduire les panélistes et puis je vais leur poser une question. Et après, à la fin, on va faire peut-être un short questions and answers et puis une question finale à tous les participants. Je vais commencer d'abord avec Madame Basma Soudani, la chef de cabinet des affaires politiques et de l'information de l'Union du Maghreb arabe. C'est l'un des principaux objectifs de l'Union du Maghreb arabe est d'assurer le progrès et le bien-être des communautés des pays membres et de défendre leurs droits. Les pays membres de l'UMA sont très vulnérables au changement climatique qui a déjà un impact significatif sur la sécurité humaine de leur population en termes de moyens de subsistance, de sécurité alimentaire et hydrique et de santé, entre autres. Il est largement reconnu que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par les effets du changement climatique en raison de l'inégalité entre les sexes et de leur dépendance à l'égard des ressources naturelles pour répondre aux besoins de leur famille. Donc, je demandais à Madame la panéliste, d'abord, quelle initiative ou mesures concrètes pourrions-nous mettre en place pour promouvoir l'égalité des sexes et des droits des femmes dans le contexte de mobilité humaine liées au changement climatique et quel rôle l'UMA pourrait-elle jouer pour renforcer de tels efforts? Et puis, puisque c'est un avantage de vous avoir avec nous, une deuxième question, quelle action pourrait être entreprise pour sensibiliser les communautés aux intersections entre le genre, la migration et le changement climatique et pour lutter contre les stéréotypes et les inégalités de genre qui peuvent être exacerbées dans ce contexte? Merci, Madame. Merci beaucoup pour votre introduction. Et je sais que c'est très difficile de faire une session l'après-midi, là, juste après le déjeuner, et avec des retards par rapport à la première partie de la journée. Et c'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à cette rencontre qui traite d'une thématique qui a une importance primordiale pour la région du Maghreb, en particulier, et toute la planète en général, à savoir la migration et les changements climatiques. Je saisis cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs, Medcop, Climate, pour leur aimable invitation qui m'a permis de participer à ce dialogue qui est une occasion de débattre de changements, de débattre et d'échanger sur les principaux aspects de cette problématique majeure. Là, je reviens vers votre question, qui est les initiatives et mesures concrètes qui pourraient être mises en place pour promouvoir l'égalité des sexes et des droits des femmes dans le contexte de la mobilité humaine liée au changement climatique, pourrait se résumer comme suit. D'abord, il faut que l'intégration de la perspective de genre dans la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes liés à la migration climatique, des programmes d'adaptation, des programmes d'assistance et des politiques d'accueil pour les migrantes et les migrants climatiques. Le renforcement aussi et la participation active et significative des femmes dans le processus décisionnel lié à la migration climatique à travers l'encouragement de la représentation des femmes dans les instances concernées, comme les instances de planification, les organisations communautaires et les instances de prise de décision. Il est également crucial de renforcer les compétences et les capacités des femmes pour qu'elles puissent participer pleinement et efficacement à ce processus. Troisièmement, je peux aussi citer l'autonomisation des femmes à travers l'accès équitable à l'éducation et à la formation pour leur permettre de faire face aux défis de la migration climatique, comme l'accès des filles et des femmes à une éducation de qualité, promotion de la formation professionnelle et le développement des compétences, chose qui leur permettra d'accéder à des emplois décents, de renforcer leur résilience et de contribuer au développement durable de leur comité. Aussi la mise en place des mécanismes de protection scientifique pour garantir leurs droits humains, y compris l'accès à la santé, à la justice, à la sécurité et aux services sociaux.
Je finirai par aussi lutter contre les stéréotypes de genre et promotion d'une culture de respect et l'égalité des droits. Maintenant, pour l'Union du Maghreb arabe, l'UMA peut jouer un rôle important dans le renforcement de ses efforts. En tant qu'organisation régionale et intergouvernementale, elle peut jouer un rôle de catalyseur et de facilitateur pour renforcer les efforts au niveau national et international et promouvoir une approche globale et cohérente dans notre région. Aussi peut-elle faciliter la coordination et la coopération entre les pays membres pour promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes dans le contexte de la migration climatique. Aussi encourager l'échange de bonnes pratiques, mettre en place les politiques communes et la mobilisation des ressources pour soutenir des initiatives en faveur de femmes migrantes. Aussi promouvoir la recherche et la collecte des données spécifiques sur la migration climatique et le genre, afin de mieux comprendre les besoins et les défis auxquels les femmes sont confrontées et élaborer des stratégies pertinentes. Je pense que je vais finir par cela et je suis prête à répondre à vos autres questions aussi, ou d'autres questions dans la salle. Merci. Merci beaucoup, madame. Comme on dit en anglais, this is music to my ears. Thank really. you. Thank you. Surtout parce qu'il y a quelques mots-clés. Vous avez parlé de la participation, de la représentation et l'accès aux femmes, et ça c'est très important. Et puis sur le rôle de l'humain, vous avez parlé de promouvoir la recherche, de travailler comme facilitateur et catalyseur, et c'est justement pourquoi nous sommes très contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui, madame. Merci. Bon, la deuxième personne qui devrait parler, c'est malheureusement, je vais faire un petit changement parce que M. Gramenos risque de nous quitter vers 16 heures. Donc, je vais demander à Dr. Fatima Driouche si je peux lui demander de parler d'abord. Non? OK. Comme on dit, beauty before age. Donc, je vais demander à la doctoresse Fatima Driouche, l'experte changement climatique, coordinatrice réseau des experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental, MEDEC, CC. Les experts méditerranéens sur le changement climatique et environnemental ont publié le premier rapport d'évaluation de la Méditerranée, MAR 1, en 2020. Le rapport positionne la sécurité humaine comme l'un des principaux domaines d'évaluation, y compris une augmentation prévue de la migration. J'ai deux questions pour vous, madame. D'abord, quelles sont les principales conclusions relatives à la mobilité humaine liée au changement climatique dans le premier rapport d'évaluation de la Méditerranée, MAR 1, et ses liens avec les questions plus larges de sécurité humaine en Méditerranée? Deuxièmement, comment pourrions-nous améliorer les partenariats et la collaboration avec les scientifiques et les universités pour faire avancer les solutions locales et territoriales pour l'adaptation au climat et le renforcement de la résilience tout en exploitant les avantages de la migration? La parole est à vous, madame. Ok, donc salam alaikum, bonjour. Et donc merci pour le choix de la thématique déjà, donc en relation avec les changements climatiques. Donc, Dr. Abdelmonem, vous avez déjà parlé des risques climatiques un peu au niveau de la région. On les connaît pratiquement tous maintenant, mais j'aimerais quand même ressouligner un fait comme conclu par le rapport MEDEC, le premier rapport de son genre qui a évalué les changements climatiques et environnementaux en se focalisant uniquement sur la région méditerranéenne, et aussi une conclusion qui joint ce qui a été conclu par le dernier rapport du GIEC, à savoir que la région méditerranéenne est un hotspot en matière de changement climatique, mais aussi environnementaux. La région fait face à plusieurs risques climatiques, comme nous le savons, des risques liés à l'augmentation du niveau de la mer, à l'augmentation de la température,
moyennes, mais aussi extrêmes. Et on sait un peu ce que peuvent être les impacts des vagues de chaleur, par exemple, et de l'augmentation des vagues de chaleur en termes d'intensité, en termes de persistance, et des changements en termes de sécheresse, augmentation de la sécheresse, un phénomène qui impacte sévèrement les populations vulnérables, mais aussi toute la région, que ce soit de point de vue économique, de point de vue humain, sécurité alimentaire, les ressources en eau, des changements en termes d'extrêmes, de fortes précipitations avec des risques d'inondation, etc., etc. Bien sûr, des risques qui seront plus accentués, plus importants et plus difficiles à réduire, dépendant des aspects adaptation et aussi de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Ces événements, ces changements climatiques interfèrent avec l'aspect déplacement et migration au sein de la région, au sein des pays, de la région et vers la région. Par exemple, les événements rapides, par exemple, de fortes précipitations causant les inondations, par exemple, ils induisent des immigrations et des déplacements humains immédiats qui sont de courte durée, mais parfois risquent d'être de longue durée si les actions de remédiation et d'adaptation, de renforcement de la résilience des populations ne sont pas bien sûr mises en place très rapidement. Il y a aussi les événements qu'on appelle les événements lents. Par exemple, la sécheresse, par exemple la désertification, la hausse du niveau de la mer. Elles peuvent causer et causent de l'immigration, mais qui est généralement, cette immigration, ces déplacements ils sont perçus comme étant liés aux aspects économiques. Bien sûr, les aspects économiques, les aspects politiques, les aspects sociaux, ils sont bien sûr des phénomènes et des causes majeures de l'immigration, mais qui interfèrent avec les changements climatiques, les changements environnementaux qui risquent d'amplifier cette immigration, ces déplacements qui, parfois, et même, bon, ça dépend des événements, ça dépend des lieux, etc., sont une sorte d'adaptation des populations, une adaptation instantanée. Les gens n'ont pas le choix que d'aller ailleurs si les actions, si ce qu'il faut faire n'est pas fait en temps opportun. Donc, ce n'est pas que des aspects négatifs, ça peut être une solution pour sauvegarder leur vie, un peu de bien, etc. L'immigration et les déplacements, si on les prend dans un sens négatif, sachant qu'il y a un aspect positif et un aspect négatif à cette immigration, à ces déplacements humains, risque d'être, risque d'avoir plus de répercussions négatives si elles ne sont pas programmées, par exemple. Si les actions accompagnant, les actions favorables ne sont pas mises en place. Par exemple, une zone qui est à risque par rapport à la hausse du niveau de la mer, ou bien une zone à risque en termes de sécheresse. Que vont faire ces agriculteurs? On sait que la sécheresse, au niveau de notre région, elle va être accentuée. Beaucoup de familles vivent de l'agriculture. Bien sûr, il faut limiter cette dépendance de l'agriculture vivière, mais la réalité est là. Et bien sûr, quand il y a de la sécheresse, je me rappelle, j'étais très petite et les parents racontaient aussi, la sécheresse des années 80, au Maroc, par exemple, elle a vu le déplacement de beaucoup d'agriculteurs. Ils ont vidé, il y a des villages qui étaient vidés. C'est une réaction spontanée.
il n'y a plus de moyens de subsistance. Mais heureusement, bon, il y a eu des actions quand même, soyons positifs au niveau du pays. Et on voit la sécheresse des 4 dernières années, les 3 dernières années au moins. Et on a eu voilà, un record en termes de les 12 mois les plus secs enregistrés, selon les données de la Direction de la météorologie nationale. Bien sûr, il y a eu des impacts, mais quand même, on aurait pu voir pire que les années 80. Donc les actions, les barrages, etc., etc. Mais il y a encore besoin de mettre en place, partout au niveau de la région, une adaptation qui soit suffisante. Quand l'adaptation n'est pas suffisante, par exemple, l'immigration dans le sens négatif, mais pas dans le sens positif, les déplacements dans le sens négatif, ils seront accentués. Quand l'adaptation n'est pas suffisante ou qu'il y a la maladaptation, et bien sûr, il y a des limites à l'adaptation, et l'adaptation touche rapidement à ses limites si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas, bien sûr, suffisamment réduites. Par rapport à la question de la recherche, et bien sûr le renforcement de Nexus, c'est à la mode le mot Nexus, décideurs locaux, territoriaux et la recherche scientifique. Bien sûr, la région n'est pas très homogène par rapport au niveau, au niveau d'avancement de ce binôme ou de ce type de nexus, mais généralement, il y a encore besoin d'améliorer cette relation, cette co-construction, co-conception entre les décideurs locaux et bien sûr territoriaux et même aussi nationaux et la recherche scientifique. Bon, ça a été dit, ça se dit toujours, il faut un renforcement du support financier et du soutien financier à la recherche. Je ne dis pas ça parce que j'ai rejoint le domaine de la recherche, mais c'est une réalité. Mais il y a aussi besoin d'un renforcement de capacité des décideurs locaux, territoriaux, etc., vis-à-vis de l'utilisation de l'information scientifique. Il faut renforcer leur conscience vis-à-vis de la valeur et du devoir de prendre en compte l'information scientifique pour leurs décisions en général et bien sûr pour les changements climatiques, environnementaux et l'immigration. Il y a besoin de développer davantage le curricula par rapport à ces thématiques-là, au moins dans le Sud. Des projets de recherche, par exemple, devraient inclure la composante locale, la composante sociale, la composante savoir-faire local et la composante ONG thématique, des projets de recherche, de développement, recherche et développement. Une recherche appliquée pour un besoin spécifique. Les ONG thématiques, agricoles, ONG agricoles et autres sociétés civiles. Et bien sûr, pour renforcer tout ça, pour renforcer cet échange, ce lien avec la recherche et pour que la recherche réponde aux besoins et que tous les acteurs sociaux, économiques, etc., puissent exprimer correctement le besoin et co-conceptionner et co-construire avec la recherche. Ça a été, la session a commencé par le genre, je dirais qu'il y a encore besoin de renforcer l'inclusion de la participation féminine dans la recherche dans le domaine du changement climatique et environnemental, et pas uniquement au sud ou à l'est, mais au niveau de toute la région méditerranéenne. Je ne sais pas si j'ai répondu aux deux questions comme souhaité, mais ce sont des points de vue. Voilà que j'ai voulu partager avec vous et merci. Merci beaucoup, madame. Vous avez parlé de plusieurs choses très importantes, bien sûr sur le rapport d'évaluation de la Méditerranée et la région comme hotspot et plusieurs risques dans la région et pour les populations vulnérables. Les déplacements vers
la région, les déplacements humains vers la région et de la région, les différents aspects de la migration et les changements climatiques et environnementaux, les aspects positifs et négatifs, bien sûr, et le travail à faire sur le niveau individuel et collectif, et surtout le soutien financier à la recherche et le développement des capacités des chercheurs. Merci beaucoup, madame. Je donnerai maintenant la parole à mon troisième intervenant, M. Gramenos Mastrogini, secrétaire général adjoint principal de l'Union pour la Méditerranée, basé à Barcelone. L'Union pour la Méditerranée, le UPM, en tant qu'organisation intergouvernementale euro-méditerranéenne, offre une plateforme unique pour faciliter et promouvoir le dialogue régional, la coopération et les projets visant à faire progresser l'action climatique pour ses États membres. L'UPM met également l'accent sur les jeunes et les femmes dans ses objectifs stratégiques pour la région qui englobe la stabilité, le développement humain et l'intégration. Je voudrais poser une question à M. Mastrogini. S'il vous plaît, comment pourrions-nous renforcer la coopération interrégionale en Méditerranée pour accélérer les mesures d'adaptation au climat afin d'éviter et de minimiser les déplacements et les migrations forcées liées au changement climatique, en particulier grâce à l'engagement des jeunes? Merci, monsieur. Excellences, chers collègues, chers amis, laissez-moi d'abord souscrire à chaque mot prononcé par le docteur Druyer et chère amie Fatima. But now, for the joy of translators, I would switch to English, if you allow me. The first step is to understand who we are and where we stand. The Mediterranean is at stake, but it's not a regional stake, it is a global stake. We are at the point of convergence of various dynamics. The Mediterranean is at the center of 3 continents. So what I would like to do is a couple of reasoning about the causes and what's going on, what's around us, and then to come to what's happening at home. A couple of reasoning. The first one is about the one part of a non-functioning climate that is really determining movements. We have the tendency to analyze it as a lack of something, a lack of water or something. There is this component, but the real problem is that this huge amount of energy accumulated by the atmosphere makes the climate not richer or poorer in water. If it was only this and we could predict this, we could adapt. The real problem is that such an atmosphere builds an unpredictable climate. And since in turn, climate is the clockwork of ecosystem services, with climate change, basically, you don't know what's going to happen, and so you cannot organize yourself to react. Second point we have to build on is to understand what are we talking about. You know, there is a tendency to believe that the more you are poor, the more you're inclined to migrate. But it is strictly not true. Below a certain level of income, you're so poor that you cannot contemplate migration. Your emergency is in 3 hours to have your plate of rice or whatever. It's only above a certain level of income that you contemplate migration as a at least partially free choice to go somewhere else to improve your life conditions. Now, generalizing at this stage, the impact of climate change is not affecting those who can afford to migrate. If you can afford to contemplate migration, you can also afford to absorb a drought. The problem is that it obliges those who are so poor who cannot contemplate migration to move, and this makes it that these are not migrations. These are forced population movements. And it makes a huge difference. Why? Because a migrant, correctly governed, could be very useful to himself, to his community of origin, and to the recipient community. A desperate on the move is, on the contrary, generally helped by an industrial sector that we don't like. The first industrial sector that rushes to rescue desperate ones
unfortunately, is not the Red Cross and neither the UNHCR. It's illegality. You're looking for an immediate way out, and probably you will find it with the guy who is offering you to smuggle cocaine, private illegality, or to join their wonderful group that defends whatever. And we know how much, for instance, Boko Haram is linked with the shrinking of Lake Chad. So let us put together these two things, and we find the Euro-Mediterranean region at the center of the first large-scale declared climate-induced population movement dynamics, which is the one of the band of desertification. If you overlap the band of desertification with the areas of concentration of illegal trafficking, terrorism, conflicts, and hunger, they overlap perfectly. And where are they looking to? They're looking upwards. But then we're also exposed, as a point of convergence, to the most threatening future scenario, which is the thawing of the glaciers of Himalaya, Hindu Kush, and Pamir. If these glaciers suddenly collapse, it means a tragedy to the north. It means that the south, which has a monsonic climate, will have populations that cannot benefit by the fundamental function of glaciers. Glaciers absorb excess humidity of the rainy season and release it gradually during the hot season through a network of rivers that irrigate plains where 1.4 billion people are living. If this collapses, we have a problem. We might think Himalaya so far away, but if you think so, you maybe forget that the Roman Empire collapsed not only due to internal problems, but also because of the arrival of some populations that we generically dubbed the barbarians, but originally were Central Asian populations that moved due to a climate fluctuation, which is frankly ridiculous compared with what we are going to witness now. These two huge pressures are concentrating towards the Mediterranean. The Mediterranean itself has been just described. A place with a very quick sea level rise, where numbers do not tell the story to the common people. Because if we say more than 1 meter sea level rise by the end of the century, oh, it concerns our grandchildren. And if we say 20 centimeters in just a few years, I'm not scared. But people forget it is not water covering the lands. They might think of the fragility of some coastal cities like Venice. It is salty water entering the lands. Now, my ancestors, the Romans, had a wisdom, which sometimes was good, but most of the times was a wicked wisdom. And they said that if you want to subjugate someone, to dominate someone, you should win them at war. But if you want to never hear about them again, you should spread salt on their fields, because it sterilizes them. Let us think of a place like the delta of the Nile. 20 centimeters sea level rise means jeopardizing the food security of a huge and complex countries, just to give an example. So all these concerns the part of so fragile people who would be in the poverty trap, not able to contemplate migration. But there is another wrong reaction. Because of this threat, we would say, no, let us stop people from moving. If we stop people from moving, we cannot solve the climate crisis in the Mediterranean. This morning I was in a panel about energy in the Mediterranean. And everybody concluded there is only one solution. We have to integrate our production, our grids, our markets. But if we really integrate such a large phenomenon like energy, it means that we need students' mobility, professionals' mobility, money mobility, people going around. Do we have to say no to that? So for sure, climate change will make people move around the Mediterranean, but we have to pay attention, not to adopt regulations that treat movement always as though they were a problem, because then they become the reason why we will not be able to solve the crisis. We need to assist the poor, favor the integration of those who are rich enough to give a hand to all of us. Thank you.
Thank you very much. It's really very interesting listening to you. You spoke about many things. You spoke about different dynamics. You remind me of two great books I read, as if you're the one who wrote them, but you're not. It's The Power of Geography and Prisoners of Geography. I'm sure you read them. Fascinating books. And you came up with this term that I've never heard before, the lack of something, so that I will keep with me. And then you talked about the unpredictability of climate change, the wrong beliefs, poor and rich, and its impact on migration. You talked obviously about forced migration, and I really like the different types of mobility you mentioned. So thank you very much for a very rich presentation. Mon cinquième intervenant, c'est M. Mohamed Wajdi Aidi, le conseiller politique de CGLU pour les politiques locales de migration. Après, je vais demander, on a notre collègue online, ok. Donc ça sera le prochain intervenant. Donc je voudrais vous demander, monsieur, d'après votre expérience, comment pourrions-nous tirer parti des réseaux de villes entre le sud et le nord et de l'engagement de la société civile pour aborder la question de la mobilité humaine liée au changement climatique. Merci. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer les organisateurs, la ville de Tanger, région de Tanger, Totouane Houssaïma, pour cette aimable invitation. Par ma petite expérience au sein de la CGLU et principalement au sein du Conseil politique droit à la ville et territoire inclusif, aussi par ma petite expérience aussi en tant qu'adjoint au maire de la ville de Sfax, ex-adjoint au maire, avant la dissolution des conseils municipaux au mois d'avril. Je crois que la coopération nord-sud et la coopération et les échanges entre les villes est très nécessaire pour gérer la question de la migration. La question de la migration, c'est un phénomène purement local et on ne peut peut-être trouver des solutions qu'au niveau local. Et les villes sont très actives à ce niveau. Depuis maintenant 2015, on travaille au sein de la CGLU en partenariat avec ONU Habitat et l'ICMPD sur le grand projet MC2CM. Et c'est un projet d'échange, d'apprentissage et d'action pour les villes. Et par exemple, ma ville ne connaît rien du phénomène de la migration. Et à partir de ce projet, en intégrant ce projet depuis 2015 et surtout depuis 2018, on a pu comprendre c'est quoi le phénomène, les causes, et on a pu apprendre d'autres expériences, comment aider, gérer, pas totalement gouverner. Je crois que l'engagement de la CGLU a pu donner beaucoup de compétences, que ce soit aux élus et aussi bien aux agents des collectivités locales et surtout aux acteurs de la société civile. Cela a pu minimiser les dégâts, disons les dégâts, dans beaucoup de pays du Sud. Par exemple, la Tunisie, on n'a ni orientation, ni peut-être stratégie sur la question de la migration. Ce sont les villes, principalement trois villes, en Tunisie, la capitale, Sfax et Sousse, qui gèrent cette question-là, mais avec l'appui de la société civile, les acteurs qui travaillent sur la question en coopération, en coordination totale avec d'autres organismes, à savoir l'OIM par exemple. Si ce n'était pas l'OIM et la ville à Sfax lors de la pandémie du Covid, alors les migrants ont pu peut-être se trouver dans une situation totalement catastrophique. C'est avec la coordination des acteurs de la société civile, l'OIM et la ville qu'on a pu minimiser la souffrance des migrants. Je crois que l'engagement de la CGLU à travers
la commission droits de l'homme et à travers le conseil politique droit à la ville a pu donner beaucoup d'opportunités à beaucoup de villes, surtout au Maghreb, en Tunisie, aussi bien en Libye, pour peut-être donner des solutions pas définitive, pas totale à la question de la migration, mais au moins gérer la question de la migration, surtout la migration climatique, parce que depuis maintenant, je crois, quelques années, on voit des déplacements à cause des changements climatiques, surtout des villes et de la région subsaharienne, surtout le Mali, le Niger, qui traversent tout le Grand Sahara pour arriver en Algérie, puis entrer en Tunisie. La destination, c'est la ville de Sfax, puis prendre la mer. Aussi, je voudrais signaler que au niveau de la CGLU, on a pu soutenir l'initiative d'un groupe d'associations après l'accident de Lampedusa en 2013 pour la promotion de ce qu'on a appelé la charte de Lampedusa et l'adopter au sein du Conseil mondial de la CGLU l'année dernière à Guangzhou, Corée du Sud. Et on essaie aussi de promouvoir cette charte-là à l'échelle internationale. Je crois que cet engagement aide les villes et les acteurs de la société civile dans les villes pour mieux gérer cette question et surtout en absence d'une stratégie nationale et parfois peut-être même pour avoir leur propre stratégie pour gérer cette question qui ne cesse peut-être de produire des problématiques de plus en plus complexes, surtout lorsque je parle de l'exemple de ma ville. Je crois qu'on trouve au sein de la CGLU et au sein du Conseil politique droit à la ville le soutien demandé pour appuyer ces actions, les actions de ces villes-là. Et merci. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, c'est un grand plaisir parce que, en vous entendant, je croyais entendre monsieur le père de la décentralisation en France, monsieur Lefebvre, Gaston Lefebvre, à la fin des années 90. C'est un grand plaisir, monsieur, vraiment. Vous avez parlé de la coopération nord-sud, bien sûr, mais de la phénomène de la migration au niveau local et des solutions locaux. Vous avez parlé des compétences des élus, des collectivités locales, et vous avez donné des exemples de votre pays, la Tunisie, qui peuvent être répétés dans d'autres pays de la région. Et vous avez parlé bien sûr de votre partenariat avec l'OIM et avec d'autres partenaires locaux et internationaux. Et je voulais conclure par dire que, en vous entendant, monsieur, vous me rappelez que ce qu'un sage collègue avait dit une fois à l'OIM, la migration n'est pas un problème à résoudre, mais c'est un phénomène à gérer. Et c'est ce que vous avez vraiment dit maintenant. Bon, mon sixième intervenant, c'est monsieur Ali Chokr, le président de la Fédération des municipalités de Baalbek-Est. Et si vous avez l'occasion de visiter Baalbek, n'hésitez pas, c'est une très très belle ville. Monsieur, il nous joint online du Liban. Je voudrais vous demander d'abord de vous remercier, monsieur, pour le temps que vous nous accordez. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je voudrais vous demander comment la mobilité humaine induite par le changement climatique impacte votre ville et comment vous outillez, vous, pour adresser ces défis. Merci, monsieur. Mais je veux dire quelques mots après. Je souhaite que j'étais
dans cet événement, mais à cause du routine diplomatique, je ne pourrai pas avoir un visa pour le Maroc. Allô? Oui. Premièrement, en ce qui concerne le sujet que nous parlons, je pense que pour moi, c'est meilleur de s'exprimer en arabe si vous n'avez pas de problème. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. OK. Premièrement, nous sommes à la frontière syrienne, une union de 7 villes et villages. Excusez-moi, monsieur, on a un petit problème avec le son. Oui. Est-ce que peut-être si vous... Oui, voilà. OK. Je pense que si je ferme la vidéo, ce sera plus meilleur. Peut-être, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Oui. C'est plus meilleur, je pense. Je veux m'exprimer en arabe, ce sera meilleur pour moi. Est-ce qu'on a une traduction? Oui, monsieur, on a. اوكي. نحن كاتحاد بلديات شرق بعلبك نحن من القرى والبلدات المجاورة للحدود السورية، ونحن عانينا من أول الأزمة السورية من وجود نازحين ببعض الأحيان كان يناهز بعض عدد السكان للبلدات اللي موجودة عندنا. فموضوع الهجرة نحن من صميم الإشكاليات اللي موجودة عندنا بقرى الاتحاد نظراً لقرب الحدود من سوريا، وبنفس الوقت نظراً لوجود علاقات اجتماعية تربط المجتمعين أو الشعبين اللي موجودين بطرفي الحدود. نحن كبلديات نتعاطى الشأن العام بهذه المنطقة. كان عندنا تحديات قبل الوجود السوري وقبل النازحين السوريين تتعلق بتغيرات المناخ، مثلنا مثل أي منطقة متوسطية عم تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، من قلة الموارد المائية، من قلة الأمطار، من تدني مستويات الأنهر، وخاصة إنه نحن في عنا مشكلة أساسية هي مشكلة التلوث بحوض الليطانة، واللي عم نشتغل عليها مع العديد من الجمعيات والمنظمات الدولية لمحاولة إيجاد حلول جذرية، لأنه الحلول كانت دائما هي حلول سبونتانية كانت. فبناء على هذا الموضوع نحن لما كان عندنا قبل 2011 كان في عندنا المشكلة تفاقمت مع وجود عدد من اللاجئين السوريين اللي ببعض الأحيان وصل مثل ما قلت يتخطى عدد السكان، بشكل أنه نحن في عنا 50,000 في الاتحاد من السكان، يضاف إليهم من 20 ل 25,000 نازح سوري موجودين بمناطق متعددة بالاتحاد، ويتمركزون المخيمات على ضفاف نهر الليطانة. وللأسف أنه هذا الموضوع عم بيؤدي لزيادة التلوث واستنفاذ الموارد المائية اللي نحن دايما كنا نعاني منها سابقا. بهذا الإطار نحن كمان بالآونة الأخيرة لاحظ رؤساء البلديات نمو سكاني غير مسبوق. كان السبب الأساسي هو الولادات عند اللاجئين. هاي الولادات لو أن كل عائلة عم تكون اللبنانية مؤلفة من شخصين أو 3 أشخاص أو 4 أشخاص بالغالب، إنما العائلة السورية ممكن توصل من 5 متوسط من 5 ل 10 أشخاص. وهيدي الموارد اللي موجودة عندنا ما بتقدر بهذا الموضوع تكون حمل لهالعدد من السكان خليني أقول من الأشخاص اللي موجودين بغض النظر عن جنسياتهم. فهذا الموضوع عم بيؤدي لاستنفاذ الموارد، وبنفس الوقت عم بيؤدي لزيادة الأعباء، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية اللي مرق فيها لبنان وانقطاع الكهرباء، وخاصة أضيف إليهم أنه الخطط المائية كانت دائما تعتمد على استخراج المياه الجوفية، وهذا الاستخراج كمان زاد عليه الأعباء، أنه غلاء سعر النفط لأنه هذا بده استخراج، بده ديزل، وبنفس الوقت هذا الموضوع
إذا نحن بدنا نأمن لكل عدد من السكان، يعني نحن عم نحكي بحدود 70,000 موجود بقرى الاتحاد، وإذا أخذنا بعين الاعتبار المنظمات الدولية من الأمم المتحدة اللي حسب إحصائيات بتقول من 50 ل 100 لتر مفترض إنه يكون كل شخص عم يستهلك يومياً، فنحن بهذا الوضع نحن عم نستنفذ مياهنا الجوفية، خاصة إنه مياه السطحية غالبيتها صارت ملوثة نظرا لعدة أسباب منه هلا وقت لشرحها. كل هذه المواضيع عم تؤدي لنزوح من القرى، نزوح إلى المدن، وبنفس الوقت السوريين لما نحن بهذا الموضوع اللي هو عم بيكون ضاغط، عم بيكون كمان ضاغط عليهم بشكل إنه يؤدي إلى هجرة معاكسة إلى بلدان أخرى منها تركيا ومنها دول متوسطية. هذا الموضوع حاليا المحافظ دعا إلى إعادة تعداد السكان وتعداد النازحين من أجل إعادة دراسة الموارد، كيفية التعاطي معها. وبالرغم من أنه كل البلديات أو كل الاتحادات اللي موجودة على نطاق لبنان اشتغلت على أنه استبدال الطاقة على المولدات الكهربائية لاستخراج المياه أو لتكرير المياه بالطاقة النظيفة، إلا أنه ازدياد الطلب وازدياد الحاجة عم بيكون دون المستوى المطلوب ودون الإمكانيات ودون الهدف المرجو. فنحن دائما عم نعاني من أنه ازدياد عدد السكان لا يترافق مع ازدياد الخدمات اللي عم تقدم لهذا الموضوع. شكرا. أشكرك كثيرا سيدي الفاضل، وأعتذر إن لم تتمكن من الانضمام إلينا بسبب مشاكل الفيزا. إن شاء الله المرة الجاية نعمل ندوة مخصوص علشانك في لبنان، أو نعمل الترتيبات اللازمة لتكون معنا. حضرتك كلمتني إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك كلمتنا عن الهجرة من لبنان وإلى بس لبنان. بس بدي أضيف تفضل. إذا فينا نضيف بس موضوع، بدنا نثني على تجارب البلديات بظل الأزمة الاقتصادية بالتعاون مع الجمعيات، من منظمة المدن ومن السجاء من الوكالة السويسرية للتنمية، لمواجهة التحديات، خاصة التحديات التي لها علاقة بالاستقرار الاجتماعي، بالاستقرار المناخي كمان، لأنه نحن والوكالة السويسرية للتنمية اشتغلنا على الطاقة المتجددة، وكمان نحن كاتحاد اشتغلنا على توقيع ميثاق رؤساء البلديات دول البحر المتوسط للتخفيف من انبعاثات الطاقة. فبالرغم من أنه وجود هالأزمة الاقتصادية والأزمة المالية اللي موجودة بلبنان، لازالت البلديات تعمل وتسعى إلى أن تكون رائدة ومواكبة لكل التطورات أو التحديات اللي موجودة على مستوى الإقليم وحتى على مستوى العالم كمان. أشكرك سيدي الفاضل. أنت بتأكد الطبيعة الخاصة للبنان وللشعب اللبناني، وبتأكد اللي تعلمته من أبائنا وأجدادنا وإحنا صغيرين. وصحح لي إذا أردت، إحنا كنا زمان بنسمع أبائنا بيقولوا الكتب تكتب في القاهرة وتطبع في بيروت وتقرأ في بغداد، فأنت أثبتت لنا أن هذه المقولة صحيحة. أشكرك. حضرتك اتكلمت عن الآثار السلبية للهجرة وعلى ضرورة التوصل لحلول جذرية، ونتفق معك في هذا، وعلى التحدي الخاص بالنمو السكاني والإمكانيات المحدودة للدولة. أنا فاكر خلال زيارة لي للبنان وقعدت فيها مع بعض المسؤولين، وفي آخر لقاء قلت لهم أنا جيت لبنان وأنا خايف على اللاجئين السوريين، وأنا سايب لبنان وأنا خايف على لبنان نفسها، لأنه لبنان قدراتها محدودة، ومع ذلك الكرم غير الطبيعي والطريقة اللي استوعبتوا وحضنتوا بيها إخواتكم، مش بس من سوريا، من فلسطين ومن مصر ومن دول كتير. ده كله يدل على على الشعب اللبناني الأصيل. أكثر من 30 سنة مضت وإحنا بنتكلم في المحافل الدولية على burden sharing، تحمل الأعباء أو تقاسم الأعباء، ولكن ما زال هناك الكثير الذي نحتاج للقيام به من أجل لبنان. أشكرك على مداخلتك، وأتمنى إن شاء الله في زيارة قريبة إلى لبنان، أو في زيارة ليك بأنك تتعاون مع السويسريين لو جيت جنيف،
يكون في فرصة ان احنا نلتقي. شكراً Last but لكم. not شكراً. least. Okay, thank you. Last but not least, le 7e intervenant, Monsieur Pablo Sébastien Mariani, Policy Officer, Cité et gouvernements locaux unis. La CGLU d'Afrique défend la voix unie et représentative des collectivités locales en Afrique depuis 2005. En 2017, le groupe du travail sur le climat de CGLU Afrique a été lancé pour rassembler les collectivités locales, le secteur privé, les institutions académiques et la société civile afin de faire avancer l'agenda sur le climat. Monsieur, je voudrais vous demander quels sont les principaux efforts d'élaboration des politiques mondiales que le secrétariat de CGLU déploie pour traiter la question de la mobilité humaine liée au changement climatique. Et si je comprends bien, vous allez parler en espagnol, donc j'invite nos participants à prendre les écouteurs. Merci. Sí, espero que no sea un problema hablar en español, y si no, puedo intentar en inglés también, solo que el francés quizás es un poco... Pero allí vamos. Le agradezco mucho, señor moderador, por esta pregunta. En efecto, como Policy Officer del Secretariado Mundial, lo que quería tener un poco a la mesa es, a través de estas prácticas inspiradas... Uy, claro, ahí cambió. Muchas gracias, señor moderador. Como parte del Secretariado Mundial de CGLU, lo que quería tener un poco es cómo estas prácticas inspiradoras que hemos escuchado de Madame Dertis, de Wazi, de Ali Shoker, cómo esta territorialización de la gestión de las políticas trasciende lo que son las barreras. Si hay una cosa que el cambio climático y que la migración tienen en común, es que no van de bordes. O sea, no podemos gestionar ni la migración ni el cambio climático cerrado en bordes de países, porque eso lo único que hace es generar más inequidad. Vivimos en un mundo que está estructurado de manera desigual. Vivimos en un mundo muy desigual, donde los beneficios y las cargas del cambio climático y de la migración han sido repartidos muy desigualmente. Y la única esfera de gestión que está viendo más allá de todo esto son los gobiernos locales. Lo hemos visto a través de un llamado a la acción local, una política, un proceso que CGLU junto a la OIM y junto a la Mayors Migration Council está llevando adelante a través del mecanismo de alcaldes para demostrar cómo los gobiernos locales llevan políticas que son humanas, que ponen al humano en el centro, que no hacen diferencia entre migrantes y refugiados y que a través de una gran cantidad de prácticas que hemos recolectado demuestran cómo se puede gestionar el cambio climático de manera también humana. Le quiero decir también de que es a través de esto que se construye una verdadera resiliencia climática, es a través de manejar y poner al humano al centro de la gestión climática que podemos generar una resiliencia. No hay otra forma que no sea a través de volver a poner a las personas al centro del cambio climático, que nosotros vamos a poder realmente cambiar las políticas del cambio climático. No hay otra forma, es solamente a través de acordarnos de que esto va de personas. Vuelvo al llamado de datos desagregados de la ministra. Me parece una cuestión extremadamente necesaria. Si no podemos medir realmente cuál es el cruce, cuál es la interseccionalidad entre el cambio climático y las personas, va a ser imposible realmente llevar esta agenda adelante y elevar las problemáticas que tenemos. Poder agarrar y poder estar seguros y medir cuáles son los impactos es una parte, es una cara de la moneda. Pero esta sesión también se llama Impactos y Oportunidades de la Migración y el Cambio Climático. Y esto también es una cosa que los gobiernos locales bien saben y bien entienden, de que la migración puede ser una oportunidad a la hora de manejar el cambio climático. Están los saberes, están las costumbres, están las maneras que las personas traen al desplazarse, y está la innovación que ellos traen a la manera de sobrepasar aquellas problemáticas que los han llevado de alguna manera u otra a salir de sus territorios. Es por eso que la migración puede ser y debe ser vista como una oportunidad. Debemos cambiar esta narrativa que tenemos sobre la migración para realmente poder hacer de ella una oportunidad.
Como bien dijo Mohamed Wajiaidi, mi copanelista aquí sentado, CGLU tiene la Carta de Lampedusa aprobada recientemente, en la cual justamente trabajamos este cambio de narrativa, este cambio, esta manera distinta de ver la migración gestionada no a través de los bordes, sino con las personas en el centro. Y esto es una instancia más también de nuestro recientemente aprobado Pacto por el Futuro, el pacto en el cual pensamos cómo debe ser el futuro de las personas, cómo debe ser el futuro del planeta, cómo debe ser el futuro del gobierno, que está obviamente gestionado desde una visión local y de una visión de los cuidados, y metiendo el cuidado tanto para la migración como para el cambio climático, cuidando al planeta, cuidando a las personas, es que se gestiona este cambio de modelo que estamos tratando de llevar adelante. Ya por sí, muchas gracias por el espacio. Quisiera también decirles que dentro de nuestro proceso de aprendizaje y de coaprendizaje y co-creación, como bien dijimos antes, vamos a gestionar un evento de aprendizaje de par a par del 4 al 5 de julio sobre migración y cambio climático. Pueden contactarnos online para preguntarnos un poco más de esto, y es una instancia más de este llamamiento a la acción local con el que estamos trabajando. Les agradezco mucho el espacio. Merci beaucoup, Monsieur Pablo Sébastien Mariani. Je pense qu'on avait raison de vous regarder jusqu'à la fin, parce que vous avez vraiment parlé à nous comme êtres humains, à notre âme surtout. Merci beaucoup. Vous avez parlé du travail important que la CGLU est en train de faire. Vous avez rappelé les frontières, les synergies, mais aussi le travail avec les gouvernements locaux, avec les partenariats de la CGLU. Surtout, vous avez parlé de l'aspect humanitaire et humain et l'approche humanitaire de la question. Et vous avez parlé sur le humanity et le climat et toutes les opportunités et la richesse de la migration. Merci beaucoup. Je vais juste demander une dernière question en guise de remarque finale à tous les participants et aux panélistes. Quels sont les messages clés pour la COP28 en ce qui concerne les impacts et les opportunités de la migration liées au changement climatique d'après vous? Je vous donne d'abord la parole, madame. Merci beaucoup pour cette question, au fait, mais avant de répondre à votre question, je dois revenir à une réalité très importante, c'est que les migrations climatiques ne sont pas seulement des chiffres abstraits. Ce sont, comme tous mes amis ici, c'est une migration des individus, des familles, des communautés entières qui se voient obligés de tout laisser derrière eux et à la recherche d'un emploi et un endroit où vivre décemment. La région du Maghreb, je reviens à cette région, elle accueille un nombre croissant de migrantes et migrants, estimé à plus de 1 million en 2020, dont les migrantes et migrants intra-maghrébins, qui représentent plus de 65 000 migrantes et migrants. Par ailleurs, et selon le Global Report of International Displacement 2022, la région UMA a enregistré en 2021 environ 9 000 déplacements internes, dont la région est principalement des catastrophes et des changements climatiques. Donc cela va impacter nos recommandations par rapport à votre dernière question, qui est en guise de remarque finale. Quels sont vos messages clés pour la COP28? Les messages clés pour la COP28 en ce qui concerne les impacts et les opportunités de la migration liées au changement climatique. D'abord, la migration climatique est une réalité inévitable et il faut en tenir compte dans toute politique et accords internationaux et promouvoir une vision positive de la migration comme une stratégie d'adaptation tout en assumant les canaux légaux et sécurisés
pour les migrantes et migrants climatiques. Aussi, renforcer la coopération internationale et travailler ensemble pour développer des politiques et des accords qui favorisent la protection des migrantes et migrants climatiques, qui facilitent la migration régulière et sûre. D'ailleurs, la semaine dernière, l'UMA a présenté son rapport sur la migration de la main-d'œuvre de Nord-Afrique en collaboration avec des organisations internationales comme l'Organisation internationale du travail, Statafrique, SCB, c'est-à-dire les statistiques suédoises, leur organisation et d'autres organisations internationales. Et cela est pour une approche sensible en genre et essentielle pour garantir l'égalité des sexes, protéger les droits des femmes migrantes et leur permettre de participer pleinement à la prise de décision et aux solutions. Donc peut-être il faudrait bien renforcer cette étude et venir avec des propositions concrètes à la COP 28. Aussi, il faut encourager l'investissement dans les mesures de prévention et d'adaptation pour réduire les impacts de changement climatique et atténuer des pressions migratoires qui en résultent, et promouvoir les initiatives de promotion de l'environnement, des systèmes de gestion des ressources des eaux, des programmes d'agriculture durable, des infrastructures résilientes et des politiques d'amélioration du territoire. Ce sont en général nos recommandations et je laisse à mes collègues, les autres participants aussi, de participer à des recommandations concrètes pour la COP 28 aussi. Merci. Merci beaucoup, madame. Madame Fatima Driouech, s'il vous plaît. Okay, merci. Donc, je voudrais juste rappeler que le changement climatique accélère les facteurs et renforce les facteurs qui causent la migration et les déplacements, notamment involontaires, mais involontaires des populations. Et d'un autre côté, je voudrais souligner aussi que l'immigration renforce l'exposition et la vulnérabilité des populations au changement climatique. Donc, il y a cette action-réaction qu'il ne faut pas oublier. Et en guise de message final de mon côté, il est important de souligner que sans la science et la volonté politique, on ne peut pas résoudre ces problèmes. Et je vous remercie. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Monsieur Mohamed Wajdi Aïdi. Oui, recommandation pour les gouvernements. Il faut écouter aux villes, parce que le phénomène de la migration, ça se passe localement. Alors, il faut bien écouter les villes. Un grand projet que travaille la CGLU, Listen to Cities. Et pour les villes, il faut bien impliquer les acteurs de la société civile parce que ce sont eux qui travaillent sur terrain. Il faut les impliquer de plus en plus et peut-être une vision plus humaine à la question. On ne peut jamais stopper la migration. C'est un phénomène naturel, humain. On ne peut jamais le stopper, que ce soit volontaire ou involontaire à cause des changements climatiques. Il faut bien le gérer et sans volonté politique, on ne peut jamais gérer ce phénomène-là. Ça reste seulement question de sécurité, des frontières, des barrages, des politiques des États, mais il faut le gérer et ne pas le stopper, c'est tout. Merci. Merci, c'est à moi de vous remercier. Vous devez travailler pour l'OIM, monsieur. Finalement, Monsieur Pablo Sebastián Mariani. Muchas gracias y gracias por traer la pregunta sobre la COP28, porque una de las cosas más importantes que estamos trabajando hacia la COP28 es qué significa el término pérdida de daños y cómo vamos a estructurar ese fondo financiero global. Y es muy importante llevar estas visiones que acabamos de discutir sobre la migración, porque una de las dimensiones de la pérdida y daño, una de las predicciones de loss and damage, una de las dimensiones del impacto de dommage es necesariamente la migración. Son las personas que de
de alguna forma u otra pierden sus costumbres, sus territorios, sus sistemas alimentarios a través del cambio climático. ¿Qué queremos llevar entonces a la COP28? Que las pérdidas y daños contenga la dimensión humana de la migración y contenga la dimensión local de los gobiernos, locales, territoriales, para gestionar realmente un fondo financiero que sea estructurado de base igualitaria. Eso quisiera llevar a la COP28. Merci beaucoup, monsieur. Avec ça, je pense, j'espère que ces recommandations seront très claires pour la COP28 parce que ce sont des recommandations directes, claires et très utiles pour l'humanité. Je pense qu'on a un peu abusé le temps de tout le monde, mais je voulais d'abord remercier les intervenants. C'était très riche. Merci beaucoup. Remercier tous les participants présents aujourd'hui avec nous et surtout remercier nos collègues, les interprètes, parce qu'ils ont fait un excellent travail malgré tous les difficultés à cause de la longue session. Avec ça, je voudrais vous remercier tous et je vous souhaite une bonne continuation. Je pense qu'il y a toujours une autre séance après celle-là. Merci beaucoup et bonne fin de session.